من أجلك عشنا يا وطني نفدي بالروح أراضينا قد كنا أمس عمالقة في الحرب نذل أعادينا وإن اليوم عمالقة في السلم حماة مبادينا من أجلك يا وطني أبطالا كنا لا نرضى غير الأمجاد تحيينا نزهو بالماضي في ثقة والحاضر يعلو ماضينا فجرنا الثورة من أزل. Bon, les incendies en Algérie sont éteints. Et si on en croit la couverture médiatique officielle qu'on a sous les yeux... C'est plus qu'une catastrophe maîtrisée. Ah oui, c'est une victoire éclatante. On nous dépeint une nation qui sort des flammes plus forte, plus unie. C'est presque une épopée. Mais est-ce que cette mise en scène n'est pas un peu trop parfaite? Ce récit est presque trop bien écrit, non? Vous mettez le doigt sur le point essentiel. Ce qui se déploie là, ce n'est pas juste une communication de crise. Non. C'est la construction très minutieuse d'un véritable récit de guerre. Chaque élément, chaque image, chaque mot, tout semble fait pour transformer ça en bataille épique. Et dans cette bataille, l'État est le héros. L'État est le héros, le stratège victorieux. L'objectif, en fait, c'est moins d'informer que de forger une réalité. Alors commençons par ça, par le cœur du récit, l'unité nationale. C'est le premier acte, si on veut. C'est ça. On entend partout parler de cette solidarité sans faille entre le peuple, l'armée, la police. Le mot qui revient tout le temps, c'est « Yad Wahida », une seule main. C'est une belle image, mais est-ce que c'est une réalité sociologique ou est-ce que c'est avant tout un slogan politique ? C'est là toute l'habileté de la formule. Elle part d'un élan de solidarité qui est sans doute réel, les gens s'entraînent toujours dans ces moments-là. Bien sûr. Et elle le politise, elle le transforme en concept stratégique. Yad Wahida, ce n'est pas juste de la coopération. C'est plus que ça. C'est l'idée d'un corps national organique, presque mystique. Un corps où chaque partie de la société agit en parfaite synchro. C'est une image d'invincibilité, en fait. Et comment est-ce qu'on met ça en scène, concrètement? Parce qu'un slogan, ça suffit pas. On le met en scène par une démonstration de force, à la fois politique et médiatique. On pourrait appeler ça le ballet des ministres. Le ballet des ministres? Oui. Les reportages insistent lourdement sur la présence de 7 membres du gouvernement, dont le Premier ministre, sur le terrain, à Tipaza jusqu'à 4 heures du matin. On les voit sur les images. On les voit donner des ordres, réconforter des gens. Ce n'est pas de la gestion de crise, ça. C'est une performance. C'est une réponse visuelle à la question que tout le monde se pose. Où est l'État? Et la réponse, c'est « l'État est là ». L'État est là, l'État ne dort pas, l'État est au front. C'est ça le message. Une présence physique pour incarner la puissance. Mais il faut une preuve tangible, j'imagine. Un chiffre, quelque chose d'incontestable pour clore le débat. Et ce chiffre, on nous le donne. On nous l'assène, même. Tous les feux maîtrisés en moins de 24 heures. Certaines dépêches disent même 17 heures. Exactement, encore plus triomphant. Mais peu importe la précision, le message, il est clair. Ce n'est pas un détail technique pour pompiers. Non. C'est la preuve narrative de la supériorité, de l'efficacité redoutable du nouvel État algérien. Et voilà, le décor est planté, une nation héroïque, un État omnipotent. Un décor si parfait que ça ne peut pas être le fruit du hasard. Un héros a besoin d'un monstre, d'un méchant. Et on dirait qu'on l'a trouvé très très vite. La thèse de l'accident. Balayée, elle n'a même pas eu le temps d'exister. C'est ça. Quasiment dès les premières heures, les déclarations officielles, elles orientent vers une seule et unique piste. L'acte criminel coordonné. Avec des détails très précis d'ailleurs. Oui. Le récit se part des atours de l'analyse stratégique. On nous explique le timing, novembre, un mois froid pour surprendre. L'attente des vents forts. Pour garantir la propagation, et plus de 30 foyers quasi en même temps, dans 11 provinces, pour submerger les secours. Chaque détail est présenté comme la preuve d'un plan, d'une agression délibérée. Des accusations pareilles, c'est d'une gravité extrême.
Ça doit s'appuyer sur des arrestations, on peut pas juste accuser des ombres. Bien sûr que non. Et là, le récit bascule dans le thriller policier. On annonce très vite des arrestations et on donne des noms aux coupables présumés, les maquistes. En référence au mouvement kabyle, le MAK. C'est ça. Mais là où le récit devient vraiment fascinant, c'est dans la manière dont il assoit sa crédibilité. Il ne donne pas juste un nom, il donne un mobile, enfin, un prix. Le prix de la trahison, on en arrive à ce fameux chiffre. Ce fameux chiffre, 500 €. On nous explique que les pyromanes ont été payés 500 € pour brûler leur propre pays. 500 €. C'est tellement bas que ça en devient presque absurde. Quel est l'intérêt de mettre en avant un montant aussi dérisoire? Ça peut paraître contre-productif. Au contraire, c'est un coup de génie rhétorique. Ce chiffre, il n'a pas une fonction informative, il a une fonction politique. L'humiliation? C'est l'humiliation. En révélant ce montant, on ne dit pas seulement « ils sont coupables », on dit « voyez comme ils sont pathétiques ». On les dépolitise. Ce ne sont plus des adversaires idéologiques, ce sont des mercenaires minables, des âmes vénales. Et ça suscite le mépris. Le mépris qui est un outil de neutralisation bien plus puissant que la haine. Ça annule toute forme de dignité chez l'ennemi. Et ça justifie la sévérité de la réponse à venir. Muniquet décrive une opération digne d'un film. Une traque high-tech, j'ai lu ça. Omnisciente, un réseau tentaculaire de caméras de surveillance dans les gares, sur les autoroutes, une traque implacable. Donc l'image d'un État qui non seulement protège, mais qui voit tout. Qui sait tout. C'est à la fois rassurant pour certains. Et terriblement menaçant pour les autres. C'est le double message. Pour le citoyen loyal, c'est la promesse d'une sécurité totale. Pour l'opposant, c'est un avertissement. On vous voit. Bon, on a les exécutants. Ces traîtres à 500 €. Mais dans un bon complot, il faut des cerveaux, non? Des commanditaires. On ne s'arrête pas aux simples pions, j'imagine. Non, bien sûr, le cercle des accusés s'élargit, la narration zoome en arrière pour désigner les penseurs de ce complot. Et là, on quitte le terrain pour entrer dans le champ intellectuel. C'est-à-dire? Des noms d'écrivains, d'intellectuels algériens qui vivent à l'étranger. Boualem Sansal, Kamel Daoud sont jetés en pâture. Et pour les discréditer, on sort l'arme absolue. Le mot « harki ». Le mot « harki ». Attendez, ils vont jusqu'à utiliser ce mot pour des écrivains. Oui. Là, on n'est plus du tout dans le débat d'idées. C'est une accusation d'une violence inouïe. C'est l'équivalent d'une bombe atomique verbale. Dans l'imaginaire algérien, le harki, ce n'est pas un opposant, c'est le traître par essence, le collaborateur de l'ennemi. Donc, en les qualifiant comme ça? En les qualifiant ainsi, on ne discute plus leurs opinions, on les sort de la nation. Leurs écrits ne sont plus des œuvres de l'esprit, ce sont des actes de trahison. C'est un anathème. La discussion est impossible. On ferme le débat avant même qu'il ne s'ouvre. Et comme souvent dans ces grandes fresques, une fois qu'on a les ennemis de l'intérieur, on se tourne vers l'extérieur. Il manquait un personnage, le voisin. Il n'est jamais très loin. Le Maroc devient un pivot central du contre-récit. Une bonne partie de la communication, surtout en ligne, s'adresse très directement, très agressivement aux internautes identifiés comme marocains. Le voisin devient le miroir inversé. Le faire-valoir indispensable, c'est ça. C'est une tactique de contraste. On oppose l'efficacité algérienne à la supposée faiblesse marocaine dans d'autres crises. Exactement. On voit fleurir des comparaisons avec la gestion du séisme d'Al-Hol, les incendies de Chefchaouen. Le message implicite, c'est « regardez notre succès et regardez leurs défaillances ». En rabaissant le rival, on se grandit. C'est un ressort vieux comme le monde. Mais toujours aussi efficace. Donc si on résume, acte 1. La nation héroïque unie. Acte 2. Un État omniscient qui déjoue un complot. Acte 3. Des traîtres méprisables à l'intérieur, des commanditaires à l'étranger et un voisin jaloux en toile de fond. Le tableau est complet. Quelle est la morale de cette histoire? La morale est martelée dans un slogan qui tourne en boucle « Algérie, mat kasrouaj ». Vous ne briserez pas l'Algérie. C'est un cri de défi. La logique est implacable. Nos ennemis ont essayé avec le crime organisé, ils ont échoué. En désespoir de cause, ils ont joué leur dernière carte, le feu. Et ils ont encore échoué. Ce n'est pas le récit d'une crise surmontée, c'est le récit d'une victoire totale. Une victoire qui ne se contemple pas, mais qui doit se propager. La conclusion, c'est un appel à l'action. On demande au public de relayer, de partager massivement cette version des faits. De devenir des soldats de l'information. Exactement. Le partage devient un acte patriotique. En cliquant, on endosse le récit, on en devient un maillon. C'est une stratégie incroyablement efficace à l'ère numérique. Et ça nous amène à la question de fond, celle qui dépasse cet événement.
Quand un récit aussi puissant qui mélange des faits, des accusations gravissimes et une charge émotionnelle intense devient viral. Comment est-ce qu'il façonne notre réalité ? Voilà, et pour celui qui regarde, qui écoute, qui partage, quelle version de l'histoire finit par devenir la vérité ? Et si une catastrophe naturelle se transformait, non pas en tragédie, mais en une victoire éclatante ? Ça paraît complètement contre-intuitif, et pourtant, c'est précisément le récit incroyable qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui. Alors, comment est-ce possible ? Comment un drame national, des incendies dévastateurs, peut-il être retourné pour devenir une histoire de triomphe ? On va voir ça en analysant une vidéo qui est devenue virale et qui a justement accompli cette transformation. Dès les premières secondes de cette vidéo, le ton est donné. On ne parle pas de deuil, de perte, non. Ici, on célèbre une victoire. C'est le premier signe, très clair, qu'on n'est pas dans un reportage classique. Et voilà comment cette transformation s'opère. D'un côté, on a l'événement brut, des incendies de forêt. De l'autre, le récit qui en est fait, une attaque coordonnée. Ce n'est plus un accident, c'est un acte de guerre. On assiste en direct à la naissance d'une contre-réalité. Mais avant d'introduire le méchant de l'histoire, il faut bien sûr poser le héros. Et ce héros, c'est une Algérie idéalisée, une nation parfaitement unie, et surtout d'une efficacité redoutable. Pour forger cette image d'unité absolue, le récit s'appuie sur une expression arabe très puissante, Yad Wahida. Yad Wahida, ça se traduit par une seule main. Mais c'est bien plus qu'une simple image de coopération. Ça évoque l'idée d'un corps unique, d'une force organique, où chaque citoyen, chaque soldat, chaque policier est un doigt de la même main. Une entité qu'on ne peut pas briser. Pour rendre cette compétence crédible, le récit enchaîne les détails précis. On nous parle de 7 ministres, dont le Premier ministre, sur le terrain jusqu'à 4 heures du matin. L'image est claire, l'État est là, omniprésent, vigilant. Il n'y a pas de vide. Et puis, arrive l'argument massieux. Un chiffre simple, percutant, qui doit tout résumer. Moins de 24 heures. Moins de 24 heures pour maîtriser tous les feux. Ce n'est pas présenté comme un simple fait, mais bien comme la preuve d'une supériorité. À ce stade, le décor est planté. La nation est un héros infaillible. Il ne manque plus qu'une chose pour que l'histoire soit complète, un méchant. Et on y vient. Maintenant que le héros est bien installé sur son piédestal, il est temps de fabriquer son antagoniste. Alors, qui est le coupable désigné ? L'hypothèse d'un accident est totalement écartée. Le récit est formel. Ces incendies sont le résultat d'un acte criminel, d'un complot. Et pour donner du poids à cette accusation, on nous donne un détail qui se veut irréfutable. 500 €, le prix supposé de la trahison. Ce montant, il n'est pas anodin. Il est stratégique. Il ne vise pas seulement à prouver la culpabilité, mais à rendre l'ennemi méprisable. On n'a pas affaire à un ennemi idéologique redoutable, mais à des traîtres vénaux et pathétiques. Mais bien sûr, les pyromanes à 500 € ne sont que des exécutants. Le récit va donc remonter la chaîne de commandement pour démasquer les vrais cerveaux derrière le complot. Et le complot se déploie en plusieurs couches. Il y a les exécutants sur le terrain. Au-dessus d'eux, les commanditaires, décrits comme des intellectuels harkis à l'étranger. Et enfin, tout en haut, un antagoniste externe est pointé du doigt, le Maroc. Pour discréditer les intellectuels critiques, le récit va utiliser un mot d'une charge explosive dans le contexte algérien. Un seul mot qui agit comme une arme de disqualification massive. En les qualifiant de harkis, on ne discute plus de leurs idées. On les accuse de la trahison suprême. Le débat politique est instantanément clos, remplacé par une condamnation historique. Enfin, pour que la victoire algérienne soit encore plus belle, elle est constamment mise en miroir avec les échecs du voisin marocain, que ce soit dans la gestion de ses propres incendies ou du séisme d'Alaouz. C'est un procédé classique de renforcement de la fierté nationale. Et voilà, toutes les pièces du puzzle narratif s'assemblent pour délivrer le message final, la morale de l'histoire, celle d'une nation absolument invincible. Ce message se résume en un slogan, scandé comme un cri de ralliement. Algir mat Castrouche,
Vous ne briserez pas l'Algérie. C'est la conclusion de ce récit de résilience et de triomphe face à une attaque ennemie. Mais ça ne s'arrête pas là. La vidéo se termine par un appel à l'action. Il faut partager cette histoire massivement. Le partage d'informations devient alors un geste citoyen, un acte patriotique. Chaque spectateur est invité à devenir un relais de cette vérité. Ce qui nous laisse avec une question assez vertigineuse, surtout à notre époque. Quand un récit aussi puissant, qui mélange des faits, beaucoup d'émotions et de graves accusations, devient viral, est-ce que cette version des faits ne finit pas par devenir la vérité pour beaucoup ? La question, bien sûr, reste ouverte.